Sarah M. Sekinon avait toujours été différente des autres femmes de Copper Creek, en Arizona. Ses formes généreuses faisaient jaser en ville, et son assurance les effrayait. Quand les habitants finirent par craquer, ils commirent l'impensable. Ils l'enchaînèrent au vieux chêne à l'extérieur de la ville, la livrant à la merci du soleil du désert. Mais c'était sans compter sur James Blackwood, l'éleveur le plus riche du territoire, qui la trouva là. Un seul regard sur la cruauté qui s'étalait sous ses yeux et James sut qu'il devait agir. En s'emparant de ses chaînes, il ne sauvait pas seulement une femme. Il défiait toutes les croyances de son monde. Mais deux marginaux peuvent-ils trouver l'amour tout en luttant contre une ville déterminée à les anéantir? Une semaine plus tôt, les doigts de Sarah caressaient la reliure en cuir usé du journal intime de sa mère, dont les pages étaient jaunies par le temps. Le soleil matinal inondait sa chambre à travers la fenêtre, projetant de longues ombres sur le plancher de sa modeste demeure, en périphérie de Copper Creek. Elle avait lu ces passages si souvent qu'elle les connaissait par cœur. « Ma très chère Sarah », avait écrit sa mère, « dans un monde qui cherche à nous rabaisser, tiens-toi droite. Ta beauté est ta force, pas ta honte. » Ces mots apportaient à la fois réconfort et douleur. Sa mère avait affronté les mêmes chuchotements, les mêmes regards réprobateurs. Mais les temps étaient censés avoir changé. On était en 1885, pas en 1855. Sarah referma le journal et se leva, ajustant sa tenue d'équitation. Elle avait des chevaux à dresser et ne laisserait pas l'étroitesse d'esprit de la ville l'empêcher de faire ce qu'elle aimait. Aux écuries, Sarah opérait sa magie. Les mustangs sauvages s'apaisaient sous ses caresses. Les chevaux effarouchés réapprenaient la confiance. Ses méthodes étaient différentes, plus douces, plus intuitives que les techniques de débourrage brutal utilisées par d'autres. Et c'était une partie du problème. Anormal, disait-il, cette façon qu'elle avait de calmer un cheval par sa simple présence. Inconvenant, chuchotait-il quand elle montait à califourchon au lieu d'en Amazone. Mais c'étaient ses formes qui attiraient les commentaires les plus venimeux, comme si sa silhouette même était un acte de défiance envers la bienséance. Ce matin-là, Tommy Parker amena son nouvel étalon, une magnifique bête aux yeux fous et au tempérament nerveux. Personne d'autre n'arrivait à l'approcher, admit Tommy, détournant soigneusement les yeux de la silhouette de Sarah. Mais on dit que vous avez un don. Sarah s'approcha lentement du cheval, sa voix douce et mélodieuse. Salue-toi, beauté, roucoula-t-elle, laissant l'étalon s'imprégner de son odeur. Personne ne te fera de mal ici. Les oreilles du cheval pivotèrent vers l'avant, l'intérêt l'emportant sur la peur. En quelques minutes, Sarah avait la main sur son encolure, le caressant doucement. Tommy regardait, stupéfait, l'étalon prétendument indomptable se blottir contre elle. Mademoiselle McKinnon. La voix tranchante de Madame Abigail Whitmore, chef du conseil municipal, brisa ce moment de paix. L'étalon sursauta, mais Sarah garda son calme, le maintenant stable. « Bonjour, Madame Whitmore », répondit Sarah d'un ton égal, sans quitter le cheval des yeux. Elle sentait le regard désapprobateur de la vieille femme lui transpercer le dos. « Nous avons reçu des plaintes », annonça Madame Whitmore d'une voix sèche. « Concernant votre tenue et votre comportement inapproprié. Cette ville est respectable. » Sarah se tourna enfin, une main toujours sur l'encolure de l'étalon. Sa tenue d'équitation était pratique, un pantalon pour la sécurité, une chemise ajustée qui permettait une grande liberté de mouvement. Rien de scandaleux, sauf pour ceux qui trouvaient offensantes les formes naturelles d'une femme. « Y travaille, Madame Whitmore. Ces vêtements assurent ma sécurité lorsque je manipule des chevaux. Préfériez-vous que je risque de me blesser pour satisfaire à la bienséance ?» Tommy, mal à l'aise entre les deux femmes, serrait son chapeau. Le visage de Madame Whitmore se crispa de mécontentement. « Vous donnez un dangereux exemple aux jeunes filles de cette ville. D'abord les vêtements, puis cette vie indépendante, ce travail si peu féminin. Nous avons été indulgents en mémoire de votre père, mais trop c'est trop. » Sarah sentit les mots de sa mère résonner en elle. « Tiens-toi droite. Mon travail parle de lui-même, » dit-elle fermement. « Chaque cheval que je dresse, chaque cavalier que j'instruis, ils me font confiance pour mes compétences, pas pour mon apparence. Vous avez jusqu'à dimanche pour effectuer les changements qui s'imposent, » déclara Madame Whitmore. « Sinon, le conseil sera contraint d'agir. » Elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas raide,
laissant un lourd silence derrière elle. Tommy s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Msekinon, je suis désolé pour tout ça. Ce que vous avez fait avec Kaiser, ici, c'est incroyable. Sarah réussit à esquisser un sourire. Merci, Tommy. Concentrons-nous sur le fait d'habituer Kaiser à la selle, voulez-vous? Mais tandis qu'elle travaillait toute la matinée, Sarah ne parvenait pas à se défaire du poids de la menace de Madame Whitmore. Le journal de sa mère l'avait mise en garde contre cela, contre la façon dont la peur pouvait retourner une communauté contre l'un des siens. Sa mère avait choisi de partir, de recommencer ailleurs. Mais ici, c'était chez Sarah, l'héritage de son père. Elle ne se laisserait pas chasser par des esprits étroits et des cœurs encore plus petits. Ce soir-là, elle alluma une lampe et ouvrit à nouveau le journal, trouvant l'entrée datant de juste avant le départ de sa mère. Ma tendre fille, ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Une femme qui assume sa beauté, qui assume son pouvoir, cela menace leur ordre si bien établi. Mais souviens-toi, ton corps n'est pas un scandale. Ta force n'est pas un péché. Tu descends d'une lignée de femmes qui ont refusé d'être moins que ce qu'elles étaient. Quoi que tu choisisses, choisis-le la tête haute. Sarah referma doucement le journal. Dimanche était dans 4 jours. 4 jours pour décider. Se plier à leur volonté ou affronter le châtiment qu'ils jugeraient approprié. Ses doigts effleurèrent la couverture usée du journal, sentant la force de générations entières entre ses pages. Elle ne plierait pas. Quoi qu'il advienne, elle y ferait face, la tête haute, comme sa mère le lui avait enseigné. Le dimanche arriva avec des nuages d'orage s'amoncelant à l'horizon, la nature elle-même semblant sentir la tension qui régnait à Copper Creek. Sarah était assise au fond de la mairie, le dos droit comme un i, regardant les membres du conseil entrer avec leurs décrets officiels. Les bancs en bois se remplirent rapidement des habitants, leur chuchotement pareil à des feuilles sèches crissant sur le sol. Madame Whitmore prit place à la tribune, ses cheveux gris sévèrement tirés en arrière, sa bouche une fine ligne de droiture. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter une question de moralité publique », commença-t-elle, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle. Mademoiselle Sarah Msekinon a eu amplement l'occasion de corriger son comportement inapproprié. Sarah sentit le poids de chaque regard, mais elle ne fléchit pas. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. « Tiens-toi droite. » Le conseil a consigné de nombreuses plaintes, poursuivit Madame Whitmore en brandissant un document à l'aspect officiel. Tenue indécente, conduite inappropriée, influence corruptrice sur nos jeunes femmes. Mademoiselle Msekinon a choisi d'ignorer nos avertissements, de bafouer nos traditions. De la foule, la jeune Betty Wilson, l'une des élèves d'équitation de Sarah, se leva. Mais Mademoiselle Msekinon m'a appris à être courageuse. Elle m'a montré que je pouvais. Assieds-toi, mon enfant. La mère de Betty la tira brusquement pour la rasseoir. Voilà exactement le genre d'influence dont nous parlons. Le cœur de Sarah se serra pour Betty, voyant les yeux de la fillette se remplir de larmes, mais avant qu'elle ne puisse parler, le révérend Clark s'avança. J'ai vu des fillettes d'Axe en grave peine 12 ans commencer à imiter la façon de s'habiller de Mademoiselle Msekinon, psalmodiait-il gravement. Elles parlent d'indépendance, de choisir leur propre voie. Cette défiance envers l'ordre naturel ne peut plus durer. Les membres du conseil hochèrent la tête en signe de solennel accord. Sarah se leva enfin, la voix claire et assurée. Mon travail est de cette communauté. Chaque cheval que j'apprivoise, chaque cavalier que j'instruis. Silence. Madame Whitmore frappa du poing sur la tribune. Votre travail, comme vous l'appelez, n'est pas une excuse à la corruption morale. Le conseil a pris sa décision. Elle déroula le décret. Le sceau officiel brillait à la lumière des lampes. Sarah Msekinon, vous êtes par la présente déclarée nuisance publique et danger moral. Tant que vous ne ferez pas preuve de la modestie et du comportement féminin approprié, il vous sera interdit d'exercer votre activité dans les limites de la ville. Des murmures parcoururent la foule. Sarah tint bon. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats, des obligations. De plus, poursuivit Madame Whitmore, la voix s'élevant, afin d'empêcher toute corruption supplémentaire de notre jeunesse, l'accès aux lieux publics où votre influence pourrait se propager vous sera interdit. C'est de la folie, protesta Sarah. Vous me punissez d'exister telle que je suis. Faites-la sortir, ordonna Madame Whitmore. 2 hommes s'avancèrent,
les adjoints du shérif, l'air mal à l'aise mais déterminé. Sarah Recula. Ne me touchez pas. Je partirai de moi-même. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit la proclamation finale de Madame Whitmore. Le Conseil a déterminé que de simples restrictions sont insuffisantes. Des mesures plus radicales s'imposent pour démontrer les conséquences d'une défiance aussi éhontée. Sarah ne vit jamais qui porta le premier coup. Il y eut un mouvement soudain, des mains agrippant ses bras, des voix s'élevant avec une ferveur vertueuse. Elle se débattit, mais ils étaient trop nombreux. La dernière chose qu'elle vit fut le visage terrifié de Betty Wilson alors qu'on la traînait hors de la salle. Pendant tout ce temps, le décret reposait sur le pupitre, son langage officiel aseptisant la brutalité qui l'autorisait, qu'elle serve d'exemple, par les méthodes que le Conseil jugera nécessaires à la protection morale de la communauté. Ils l'emmenèrent dans la nuit, loin des regards indiscrets, jusqu'au vieux chêne à l'extérieur de la ville. Les chênes étaient froides contre sa peau. Leur cliquetis métallique était une parodie de justice. Alors qu'il la laissait là, Madame Whitmore s'approcha une dernière fois. « Quand vous serez prête à accepter votre juste place, » murmura-t-elle, « à vous habiller et à vous comporter comme une dame doit le faire, vous serez libérée. » Sarah releva le menton, rencontrant le regard de la vieille femme. « Ma juste place est là où je choisis d'être. » Le visage de Madame Whitmore se durcit. « Alors restez ici jusqu'à ce que la faim et la honte vous inculquent de meilleures manières. » Elle se détourna, ramenant les autres vers la ville, laissant Sarah seule avec la lune montante et le poids des chaînes. Mais même liée aux chaînes, Sarah refusa de baisser la tête. Les chaînes pouvaient retenir son corps, mais elles ne pouvaient enchaîner son esprit. Elle était la fille de sa mère, et elle affronterait ce qui viendrait, la tête haute. L'aube se leva, d'une clarté cruelle, peignant le désert de nuances d'or et de rose. Les poignets de Sarah étaient à vif, là où les chaînes de fer avaient frotté toute la nuit. Chaque maillon était un froid rappel du jugement de la ville. L'écorce rugueuse du vieux chêne lui meurtrissait le dos, n'offrant ni réconfort ni pitié. La diligence du matin passa en grondant sur la route lointaine, soulevant la poussière. Sarah la regarda disparaître à l'horizon, transportant des voyageurs qui ne sauraient jamais quelle noirceur se cachait derrière la façade respectable de Copper Creek. Sa gorge était déjà sèche, le soleil du désert grimpant plus haut avec une intention impitoyable. Un serpent à sonnette rampa non loin, sa langue fourchue d'ardent pour goûter l'air. Sarah resta parfaitement immobile, se souvenant des leçons de son père sur les créatures du désert. « Ils ont plus peur de vous que vous n'avez peur d'eux », disait-il toujours. Comme les gens de la ville, pensa-t-elle avec amertume. Peur de tout ce qui est différent, de tout ce qu'ils ne peuvent contrôler. Le bruit de sabots approchant fit bondir son cœur, mais ce n'était que le jeune Tommy Parker, contournant largement l'arbre en chemin vers la ville. Il ne put croiser son regard, son visage un masque de honte alors qu'il pressait son cheval. « Lâche !» murmura Sarah, la voix rauque de soif, mais elle comprenait sa peur. Tenir tête à des gens comme Madame Whitmore signifiait tout risquer. Réputation, gagne-pain, acceptation. Les chaînes cliquetèrent alors qu'elle bougeait, essayant de trouver une position moins douloureuse. Il lui avait laissé juste assez de mou pour s'asseoir ou se tenir debout. Une parodie de miséricorde. Le métal s'était réchauffé au soleil, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Comme si elle portait des anneaux de feu autour des poignets. Une compagnie de cailles s'égaya dans les broussailles. Leurs cris discrets rappelaient la vie qui continuait malgré la cruauté humaine. Sarah les regardait, se souvenant des matins passés à chevaucher ces mêmes terres, se sentant libre et forte. Maintenant, le désert qu'elle aimait était devenu sa prison. Le milieu de la matinée amena les premiers habitants. Attirés par une curiosité morbide, ils gardaient leur distance, chuchotant derrière des mains levées. Sarah reconnut Madame Peterson de l'épicerie, qui avait toujours loué sa façon de faire avec les chevaux. Maintenant, la femme passait en hâte, serrant sa jeune fille contre elle, comme si l'état de Sarah pouvait être contagieux. La fillette la regarda avec de grands yeux jusqu'à ce que sa mère la tire brusquement. « Voilà ce qui arrive aux femmes qui ne connaissent pas leur place », l'entendit-elle dire. Les mots la blessèrent plus profondément que les chaînes. La sueur coulait dans le dos de Sarah, ses vêtements n'offrant que peu de protection contre la chaleur montante. Elle avait perdu la sensation dans ses doigts, mais elle les força à bouger, refusant de laisser les chaînes gagner. Chaque petite défiance comptait.
Un faucon des prairies planait au-dessus d'elle, son cri résonnant à travers le paysage désolé. Sarah enviait sa liberté, son indifférence aux règles et aux restrictions humaines. L'oiseau n'obéissait qu'au ciel, au vent, à sa propre nature sauvage. Mademoiselle McKinnon. Une petite voix la fit sursauter. Betty Wilson se tenait à quelques mètres, serrant un paquet enveloppé de tissu. Elle jeta un regard nerveux par-dessus son épaule. « Betty, tu ne devrais pas être là », parvint à dire Sarah, bien que le courage de la fillette lui réchauffât le cœur. « J'ai apporté de l'eau », murmura Betty en s'approchant. « Et du pain. Je ne peux pas atteindre. Rentre chez toi, Betty. » La voix de Sarah était ferme mais douce. « Tu as montré plus de courage que tous, mais je ne te laisserai pas risquer leur colère. Va-t'en maintenant. » Des larmes coulèrent sur les joues de Betty tandis qu'elle reculait, laissant le paquet juste hors de portée de Sarah. Cette vision, le salut si proche et pourtant impossible à atteindre, était une autre forme de torture. Le soleil grimpa plus haut et Sarah se réfugia dans ses souvenirs. La voix de sa mère lisant son journal. Son père lui apprenant à dompter les chevaux sauvages. La première fois qu'elle avait monté à Califourchon, sentant la puissance et la liberté de ne faire qu'un avec son cheval. Les chaînes ne pouvaient toucher ses souvenirs. Elle ne pouvait changer qui elle était, qui elle avait choisi d'être. Chaque maillon représentait leur peur, leur besoin de contrôle, leur attachement désespéré à des idées dépassées. Mais les chaînes pouvaient être brisées. Le fer pouvait être vaincu. Alors que la chaleur de l'après-midi miroitait sur le désert, Sarah se mit à chanter, doucement d'abord, puis plus fort. La berceuse que sa mère lui avait apprise, celle d'une jument sauvage courant librement sous des étoiles infinies. Qu'ils entendent. Qu'ils sachent que les chaînes pouvaient lier son corps, mais que son esprit restait indompté. Les feuilles du vieux chêne bruissaient au-dessus d'elle, accompagnement de la nature à son acte de défiance. Elle était Sarah McKinnon, la fille de sa mère, l'héritage de son père, et elle ne serait brisée ni par le fer ni par l'ignorance. James Blackwood tira sa montre à gousset en or de son gilet, sa surface polie captant le soleil de l'après-midi. L'élégant garde-temps était le dernier cadeau de son père, un rappel que la vraie richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans la manière dont un homme choisissait d'employer son temps. La diligence avait 2 heures de retard, et Copper Creek ressemblait à toutes les autres petites villes bornées qu'il avait traversées en route vers l'ouest. Le couvercle de la montre se referma avec un déclic sec. Il avait bâti le plus grand empire de bétail du territoire en voyant du potentiel là où d'autres ne voyaient que poussière et limites. Cette ville ne ferait pas exception, à supposer que ses habitants soient réceptifs à la raison. Monsieur Blackwood, monsieur, appela le cocher de la diligence. Désolé pour le retard. Un essieu cassé un peu plus tôt. James écarta l'excuse d'un geste de la main, son attention captée par le silence inhabituel de la rue principale de la ville. Chaque visage qui regardait depuis les boutiques et les trottoirs semblait porter la même tension lasse. « Quelque chose ne va pas en ville ?» demanda-t-il au cocher, qui devint soudain très intéressé par l'ajustement des rênes du cheval. « Ce n'est pas à moi de le dire, monsieur. Mieux vaut parler à Madame Whitmore du conseil municipal si vous cherchez à faire des affaires ici. » Les doigts de James suivirent pensivement le bord de sa chaîne de montre. Il avait appris à lire les gens comme d'autres lisaient des grands livres de contes, et toute l'atmosphère de cette ville parlait de secrets et de honte. Le saloon Silver Dollar offrait le meilleur point d'observation, et James s'installa à une table d'angle avec une vue dégagée sur la rue. Le whisky était infect, mais les ragots se révélèrent précieux. On lui a montré ce que font les femmes comme il faut. Enchaînée comme une bête sauvage. Blackwood en personne qui vient investir. Cette fille McKinnon l'avait bien cherché. La main de James s'immobilisa sur son verre. Les bribes de conversation peignaient un tableau hideux, celui qu'il avait trop souvent vu lors de ses voyages. Les petites villes et leurs petits jugements, utilisant la bienséance comme une arme. Le barman, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, semblait moins pris par la ferveur vertueuse. James lui fit signe de s'approcher. « Parlez-moi de la fille McKinnon, » dit-il doucement, faisant glisser un généreux pourboire. Le barman jeta un coup d'œil alentour avant de se pencher. Sarah McKinnon, la meilleure dresseuse de chevaux de 3 territoires, mais elle ne correspond pas à leur moule de ce que devrait être une femme. Le conseil municipal. Il secoua la tête.
Ils ont fait quelque chose de terrible. Ils l'ont utilisé comme exemple. James consulta à nouveau sa montre, une habitude qui l'aidait à masquer ses réactions. Où ? Au vieux chêne, après la route du Nord. Mais monsieur, si vous songez à vous en mêler. James se leva, laissant de quoi payer sa boisson. J'ai découvert que s'impliquer est le seul remède à l'injustice. La chaleur de l'après-midi le frappa comme un mur en sortant. Son cheval, un magnifique étalon noir, attendait patiemment au poteau d'attache. Au moment où il montait, Madame Whitmore elle-même sortit de la mairie, son visage une étude d'autorité exercée. Monsieur Blackwood, nous vous attendions. Le conseil est prêt à discuter de votre proposition d'investissement. Plus tard, madame. Sa voix, empreinte de richesse et d'influence, la stoppa net. Je constate que j'ai d'abord besoin d'inspecter les environs. Me faire une idée du caractère moral de la région. Son visage pâlit légèrement. Monsieur Blackwood. Les salles du conseil seraient sûrement plus confortables. Mais il s'éloignait déjà à cheval, sa montre en sécurité dans la poche de son gilet, chaque tic-tac marquant le temps vers une confrontation qui secourait Copper Creek jusque dans ses fondations. Le vieux chêne était visible de loin, ses branches anciennes tendues vers le ciel impitoyable, et dessous. Un spectacle qui fit se crisper la mâchoire de James. Une femme enchaînée comme une criminelle, la tête haute malgré la souffrance évidente qu'elle avait endurée. Il descendit lentement de cheval, des années de négociations commerciales lui ayant appris la valeur d'une approche prudente. Sarah Msekinon leva la tête pour le regarder, et James ne vit pas une victime, mais une guerrière. Malgré la saleté et la sueur, malgré les chaînes, ses yeux conservaient une dignité farouche qui remua quelque chose au plus profond de son âme. Sa montre de poche égrenait régulièrement les secondes, marquant le moment où tout allait changer. Pas seulement pour Sarah ou pour James lui-même, mais pour une ville qui avait désespérément besoin d'être tirée vers une nouvelle ère. Mademoiselle Msekinon, dit-il doucement en retirant son chapeau. Je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter concernant l'avenir de Copper Creek. La montre marquait chaque seconde de silence entre eux, égrenant le compte à rebours d'une révolution qui commencerait par le bris des chaînes et s'achèverait par l'effondrement de siècles de préjugés. James Blackwood était venu à Copper Creek chercher une opportunité d'affaires. Au lieu de cela, il avait trouvé une cause pour laquelle il valait la peine de se battre, et une femme assez forte pour mener la charge. La pince Monseigneur brillait dans la sacoche de celle de James, ses mâchoires d'acier captant la lumière de fin d'après-midi. Il avait commencé à en transporter une il y a des années, après avoir trouvé trop de portails verrouillés au progrès, trop de clôtures érigées pour maintenir les gens à leur prétendue place. Ils s'en prendront à vous aussi, l'avertit Sarah, la voix éraillée par la soif. Copper Creek n'apprécie guère ceux qui défient ses règles. James sortit sa gourde, la portant avec précaution à ses lèvres gercées. Qu'ils viennent. J'ai eu affaire à pire que des tyrans de petite ville. L'eau était tiède mais propre, et Sarah but à grandes goulées. Quand elle eut fini, ses yeux rencontrèrent les siens avec une franchise inébranlable. « Pourquoi faites-vous cela ?» Au lieu de répondre immédiatement, James attrapa la pince Monseigneur. Son poids lui était familier dans les mains, solide et certain comme son dessin. « Ma mère était comme vous, » dit-il doucement. Trop audacieuse, trop belle, trop peu disposée à se diminuer pour plaire aux autres. Ils ne l'ont pas enchaînée à un arbre, mais ils ont brisé son esprit autrement. La première chaîne céda avec un claquement sec qui résonna à travers le désert. La main droite de Sarah tomba, libre, le sang revenant lentement dans ses doigts. J'ai juré que je ne resterais plus jamais les bras croisés à regarder cela arriver à une autre femme, continua James en passant à la deuxième chaîne, quel qu'en soit le coup. Sarah fléchit sa main libérée, grimaçant de douleur. Vos plans d'investissement peuvent attendre. La deuxième chaîne céda. Certaines choses importent plus que l'argent. Sarah chancela lorsque la dernière entrave tomba, ses jambes faibles d'être restées debout. James lui attrapa le bras, la soutenant mais sans la contraindre. La différence ne lui échappa pas. « Mes chevaux, dit-elle en essayant de faire un pas. Ma maison sera toujours là après votre rétablissement. La voix de James était ferme. Pour l'instant, vous avez besoin de soins médicaux et d'un abri sûr. Un nuage de poussière à l'horizon attira leur attention. Des cavaliers approchaient de la ville.
Les nouvelles voyageaient vite dans des endroits comme Copper Creek. Ils arrivent, dit Sarah, mais il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement de la détermination. James l'aida à monter sur son étalon, puis se hissa derrière elle, laissant la pince Monseigneur au pied de l'arbre, message et avertissement à ceux qui suivraient. « Tenez bon », murmura-t-il, et il la sentit se redresser contre lui, refusant de s'affaisser, même dans son épuisement. L'étalon répondit à son contact, se tournant vers le désert ouvert. « Le journal de ma mère », dit soudain Sarah. « Dans ma maison, je ne peux pas le laisser. Nous reviendrons le chercher, promit James. Et pour tout le reste qu'ils ont essayé de vous prendre. Mais d'abord, nous partons. » Les sabots des chevaux firent des étincelles sur le sol rocailleux alors qu'ils s'éloignaient du vieux chêne. Chaque foulée les éloignait davantage des chênes et les rapprochait de la liberté. Derrière eux, les cavaliers de la ville grossissaient. Des cris portés par le vent. Le rire de Sarah le surprit. Rauque à cause de la soif, mais sincère. Madame Whitmore doit être hors d'elle, l'investisseur le plus en vue de la ville qui s'enfuit avec leur honte morale. Laissez-les parler. James guida le cheval autour d'une parcelle de cactus. J'ai constaté que ceux qui enchaînent les autres sont généralement ceux qui sont les plus prisonniers de leur propre peur. Le soleil se couchait maintenant, peignant le désert d'orange et de violets féroces. Le corps de Sarah se détendit progressivement contre lui alors que l'épuisement la gagnait. Mais sa colonne vertébrale restait droite, sa dignité intacte. La pince Monseigneur gisait derrière eux, son travail accompli. Mais James savait que le plus dur restait à faire, briser les chaînes invisibles des préjugés et de la peur qui liaient non seulement Sarah, mais toute une ville. Pour l'instant, cependant, il n'y avait que le rythme des sabots, le vaste désert devant eux, et le poids d'une femme courageuse enfin libre d'être elle-même. James sourit dans l'obscurité grandissante. Parfois, les meilleurs investissements n'étaient pas dans le bétail ou la terre, mais dans le courage de se dresser contre l'injustice. Les cavaliers derrière eux prenaient du retard, peu disposés à poursuivre trop loin de leurs frontières sûres et familières. Leurs cris s'évanouirent dans le vent du désert, remplacés par le murmure des armoises et la promesse d'un changement imminent à Copper Creek, une chaîne brisée à la fois. Le ranch Blackwood émergea de l'obscurité comme un mirage, ses vastes bâtiments doucement éclairés par des lanternes. Sarah, à peine consciente après la longue chevauchée, perçut la douce odeur de luzerne et les bruits paisibles du bétail dans la nuit. Des mains fortes l'aidèrent à descendre de cheval, et elle lutta pour rester debout, refusant de montrer de la faiblesse même maintenant. « Maria !» appela James, soutenant le poids de Sarah. « Apportez la trousse à pharmacie et réveillez Rosa. » Une femme mexicaine plus âgée apparut sur le porche, ses yeux sombres évaluant rapidement la situation. Elle disparut à l'intérieur, revenant quelques instants plus tard avec un coffret en bois orné de motifs amérindiens complexes. « Madre de Dieu !» souffla Maria en voyant l'état de Sarah. « Par ici, vite !» Elles conduisirent Sarah dans une chambre confortable où une femme âgée attendait. Le visage buriné de Rosa parlait d'origine métissée. Ses mains étaient surtendues qu'elle ouvrait la boîte à pharmacie. « Les xanes, demanda simplement Rosa en retirant un pot en argila rempli d'un baume à sombra. »« Capis, répondit James. »« Mets ses poignets. » Rosa hocha la tête, débouchant le pot. Une odeur terreuse et âcre remplit la pièce. Sauge du désert, yucca et autres herbes que Sarah ne put identifier. « Le remède de ma grand-mère, » expliqua Rosa, son accent prononcé mais chaleureux. « Pour guérir le corps et l'esprit. » Le baume piqua d'abord, puis apporta un engourdissement bienheureux au poignet à vif de Sarah. Rosa travaillait en silence, ses gestes doux portant des décennies de sagesse héritée. Maria s'affairait avec de l'eau et des linges propres, murmurant des prières en espagnol. « Votre peuple, » réussit à dire Sarah, observant les mouvements assurés de Rosa. « Ils comprennent ce que c'est d'être jugé par les autres. » Les mains de Rosa s'arrêtèrent brièvement. « Oui. Et ce que c'est de survivre, de garder nos coutumes, notre force. » Elle reprit l'application du baume. Ce remède, les médecins blancs appellent ça de la superstition, mais ça guérit. James se tenait dans l'embrasure de la porte, sa présence protectrice mais non possessive. La grand-mère de Rosa était la guérisseuse locale avant que la ville ne décide qu'ils étaient trop civilisés pour la médecine traditionnelle. Leur perte.
murmura Sarah, sentant la magie du baume opérer à travers sa douleur. Leur peur, corrigea Rosa, des femmes qui savent des choses, qui détiennent un pouvoir entre leurs mains. Elle attacha de légers bandages autour des poignets de Sarah. Comme vous avec vos chevaux. Une agitation s'éleva à l'extérieur, des voix, des sabots approchant. James se redressa. Restez avec elle, dit-il aux femmes, sortant d'un pas décidé pour faire face à la perturbation. Maria se déplaça pour fermer les lourds rideaux, mais Sarah l'arrêta. Non, je veux voir. Par la fenêtre, elle regarda James affronter 3 cavaliers dans la cour. Même à cette distance, elle reconnut le chapeau distinctif du shérif Mills. Ceci est une propriété privée, la voix de James porta clairement dans l'air nocturne. Nous sommes venus chercher la femme M'Sekinon, répondit Mills. Ça ne vous regarde pas, Blackwood. Tout ce qui se passe sur mes terres me regarde. Le ton de James aurait pu glacer l'eau, y compris ceux qui y pénètrent sans autorisation. Le shérif bougea mal à l'aise sur sa selle. Le conseil municipal n'a aucune autorité ici. Où aurait-il oublié qui détient les droits sur l'eau dont ils dépendent? Le petit rire doux de Rosa attira l'attention de Sarah. Les yeux de la vieille femme brillaient d'approbation. Il est comme le loup, dit-elle en fixant le dernier bandage. Féroce quand il protège les siens. Je ne suis pas à lui pour qu'il me protège, murmura Sarah. Non, Rosa rangea ses remèdes. Vous êtes à vous-même. Mais même les plus forts ont besoin d'alliés. Elle plaça le pot en argile dans les mains de Sarah. Gardez ceci. Utilisez-le pour les blessures extérieures. Pour celles de l'intérieur. Elle toucha le cœur de Sarah. Celles-là guérissent différemment. Le pot semblait chaud malgré sa surface d'argile. Sarah reconnut les motifs peints dessus, semblables à ceux du coffret à pharmacie, racontant des histoires de guérison et de renouveau. Dehors, le shérif et ses hommes battaient en retraite, le bruit de leurs sabots s'estompant dans la nuit. James revint, le visage crispé par une colère contenue. « Ils ne seront pas les derniers, dit-il. Je sais. Sarah brandit le pot de baume. Mais nous avons un remède qu'ils ne comprennent pas. » L'expression de James s'adoucit en regardant les 3 femmes. Sarah tenant le remède Apache. Rosa avec son savoir ancestral. Maria avec sa foi inébranlable. Différentes sortes de forces, différentes manières de guérir. Reposez-vous, dit-il doucement. Demain apportera ses propres batailles. Alors que Sarah s'installait dans le lit propre, le baume de Rosa apaisant ses blessures, elle ressentit quelque chose d'inattendu. La paix. Ici, entourée d'autres qui comprenaient ce que signifiait être différent, être jugé. Elle pouvait enfin baisser la garde. Le pot de baume était posé sur la table de chevet, ses symboles captant la lumière de la lampe, rappelant que la guérison revêtait de nombreuses formes, et que parfois le meilleur remède était de trouver ceux qui vous acceptaient exactement tels que vous étiez. La lettre arriva avec le soleil du matin, apportée par un jeune employé du ranch, nerveux, qui avait été arrêté sur la route de la ville. Le papier était cher, du genre que Madame Whitmore utilisait pour les affaires officielles du conseil, mais les mots qu'il contenait étaient loin d'être civilisés. James la lut à son bureau, son visage s'assombrissant à chaque ligne. Sarah se tenait près de la fenêtre, le baume de Rosa frais sur ses poignets en voie de guérison, observant sa réaction. « Il menace de couper tous les liens commerciaux avec le ranch », dit-il finalement. « De me marquer au fer rouge comme défenseur de la corruption morale auprès de tous les acheteurs de bétail d'ici à Kansas City. » Les mains de Sarah se crispèrent. « Je devrais partir. Vous avez déjà risqué assez. » Non. James posa la lettre avec un soin délibéré. C'est exactement le genre de pression qu'ils utilisent depuis des années pour maintenir tout le monde dans le rang. Lisez vous-même. Sarah prit la lettre, le papier coûteux lui semblant étrangement sale entre les mains. Monsieur Blackwood. Votre ingérence dans les affaires de la ville et votre protection de la femme M'Sekinon représentent une grave menace pour le tissu moral de notre communauté. À moins qu'elle ne soit renvoyée pour faire face à la justice du Conseil, nous serons contraints de prendre des mesures pour protéger notre mode de vie. Réfléchissez bien si la défiance d'une seule femme vaut la destruction de vos intérêts commerciaux dans ce territoire. Qu'il soit su que quiconque l'aidera subira des conséquences similaires. La corruption de notre jeunesse ne peut être tolérée,
ni le mépris flagrant pour la bienséance qu'elle représente. Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil pour faire le bon choix. Cordialement, Madame Abigail Whitmore, présidente du conseil municipal. Ils ont peur, dit Sarah en laissant tomber la lettre. Pas seulement de moi, mais de ce que je représente. La liberté a cet effet sur ceux qui bâtissent leur pouvoir sur les contraintes des autres. James se leva, se dirigeant vers une armoire où il gardait ses registres commerciaux. Mais ils ont très mal calculé leur coût. Il sortit plusieurs livres, les ouvrant sur son bureau. La prospérité de la ville ne repose pas sur leur autorité morale. Elle repose sur les droits d'eau, les accords de pâturage et les contrats de transport. Son doigt suivit des colonnes de chiffres. Qui passent tous par ce ranch. Vous utiliseriez cela contre eux? Je l'utiliserai pour la justice. De la même manière qu'ils ont utilisé leur pouvoir pour l'injustice. Il leva les yeux vers elle. À moins que vous ne préfériez que je ne le fasse pas. Sarah toucha ses poignets bandés, se souvenant de la morsure des chaînes. Combattre le pouvoir par le pouvoir. J'ai l'impression de devenir comme eux. Maria apparut dans l'embrasure de la porte, une cafetière fraîche à la main. Non, señorita. La différence réside dans la manière dont le pouvoir est utilisé. Pour la liberté ou pour les chaînes. Alors qu'elle versait le café, d'autres cavaliers apparurent sur la route menant au ranch. Par la fenêtre, Sarah reconnut parmi eux le père de Betty Wilson, le visage sombre. Ils essaient de rallier des soutiens, observa James. Monter toute la ville contre nous. Contre moi, corrigea Sarah. Vos employés, vos ouvriers, ils ont des familles en ville. Ce combat pourrait tout leur coûter. Comme pour prouver ces dires, ils entendirent des éclats de voix provenant du dortoir des employés. Par la fenêtre ouverte parvenaient des bribes de discussion. Peux pas risquer que mes enfants soient des parias. Pas juste ce qu'ils lui ont fait. Faut penser aux nôtres. La machoire de James se crispa. Je ne forcerai personne à rester, mais je ne céderai pas non plus à leurs menaces. Rosa apparut silencieusement à côté de Maria, la boîte à pharmacie dans les bras. Dans mon village, dit-elle doucement, quand les soldats sont venus nous civiliser, certains ont cru que se rendre les sauverait. Cela n'a fait qu'apprendre aux soldats qu'ils pouvaient prendre davantage. Sarah ramassa à nouveau la lettre, sentant le poids de tout ce qu'elle représentait. Alors, nous nous battons. Mais pas à leur manière. Son esprit travaillait rapidement. Ils me craignent parce que je montre aux jeunes femmes un chemin différent. Alors, montrons-leur plus de chemin. James haussa un sourcil. Que suggérez-vous? Ouvrez le ranch. Pas seulement aux acheteurs de bétail, mais à quiconque cherche refuge contre leur autorité morale. D'autres femmes qu'ils ont tenté d'enchaîner, des gens comme Rosa dont ils ont rejeté la sagesse. Faites de cet endroit ce qu'ils craignent le plus, la preuve que leur manière n'est pas la seule. Les cavaliers approchant étaient plus proches maintenant, la poussière s'élevant derrière leurs chevaux. Mais Sarah se tenait plus droite, sa voix gagnant en force. Qu'ils envoient leurs menaces. Chaque femme qu'ils ont réduite au silence, chaque personne qu'ils ont mise de côté, nous leur montrerons que toutes les chaînes peuvent être brisées. Le soleil du matin éclaira le papier coûteux de la lettre, et Sarah la déchira délibérément en deux. Il voulait faire de moi un exemple. Dit-elle. Alors, donnons-leur celui auquel ils ne s'attendaient pas. Le manuel relié en cuir était usé sur les bords, ses pages remplies de notes et de dessins soignés de Sarah. Des années d'observation sur le comportement des chevaux, les techniques de dressage et l'art délicat de bâtir la confiance, tout cela capturé à l'encre et par l'expérience. Elle n'avait pas pu le récupérer lors de son épreuve, mais James avait envoyé l'un de ses hommes de confiance le chercher chez elle, avec ses autres effets personnels essentiels. Maintenant, debout dans le corral principal du ranch, Sarah ouvrit le manuel à une page vierge. Une foule d'employés du ranch s'était rassemblée à la clôture, leur scepticisme initial faisant place à la curiosité alors qu'elle s'approchait du Mustang fraîchement arrivé, un magnifique étalon noir qui avait déjà blessé 2 dresseurs potentiels. Les anciennes méthodes disent de briser leur esprit, expliqua Sarah en laissant l'étalon sentir son odeur. Mon père m'a appris différemment. Observez leur esprit. Apprenez de lui. Travaillez avec lui. Les oreilles du cheval pivotèrent vers l'avant, les naseaux frémissants. Sarah se tenait tranquillement, son langage corporel ouvert et calme.
Derrière elle, elle entendit le crissement d'un crayon sur du papier. Le jeune Miguel, l'un des employés du ranch, prenait des notes. Chaque cheval parle, continua-t-elle en faisant un pas lent en avant, par ses oreilles, ses yeux, ses mouvements. L'astuce n'est pas de les dominer. C'est d'apprendre leur langage. L'étalon renacla, piaffant. Plusieurs mains se crispèrent, mais Sarah resta stable. Elle ouvrit son manuel, montrant à Miguel les croquis détaillés des postures de cheval et leur signification. Voyez comme il teste, il ne menace pas, il demande qui nous sommes. Elle fit un autre pas. Mon manuel contient 10 ans de ces conversations. Chaque succès, chaque échec. La tête de l'étalon s'abaissa légèrement, la curiosité l'emportant sur la prudence. Sarah se mit à fredonner doucement, une vieille technique notée dans les marges de son livre, transmise par les marchands de chevaux des pistes Navajo. Madre de Dieu, murmura Maria depuis la clôture. Exactement comme dans les histoires de chuchoteurs. En moins d'une heure, Sarah passait ses mains sur l'encolure de l'étalon, parlant doucement tandis que le fier animal se tenait calme et confiant. Les employés du ranch éclatèrent en applaudissements spontanés, et même les plus sceptiques d'entre eux semblaient impressionnés. L'Emmanuel demanda Miguel avec empressement. Pourrais-je l'étudier un jour? Sarah sourit, voyant l'intérêt sincère dans les yeux du jeune homme. Mieux. Tu peux m'aider à le compléter. Ton peuple a aussi une sagesse équestre. Une sagesse que j'adorerais apprendre. La nouvelle se répandit rapidement dans le ranch. Dans l'après-midi, Sarah avait un petit groupe d'élèves réguliers. Pas seulement des employés du ranch, mais aussi leurs femmes et leurs filles. Le manuel devint un texte partagé, Sarah y ajoutant des notes sur les traditions mexicaines de dressage de chevaux et des bribes de sagesse à pages de rosa. Vous construisez quelque chose ici, observa James ce soir-là, regardant Sarah ajouter de nouveaux croquis aux pages du manuel. Quelque chose de plus que du dressage de chevaux. Sarah hocha la tête, sans lever les yeux de son travail. Le savoir n'appartient pas à un seul groupe. La force non plus. Elle tourna une nouvelle page. Chaque personne qui apprend ces méthodes, qui voit qu'il existe une autre voie que la force, emporte cette leçon au-delà du corral. Une agitation à la porte principale interrompit leur conversation. Par la fenêtre, ils virent Betty Wilson sur son poney, sa mère juste derrière, toutes deux l'air nerveuses mais déterminées. Mademoiselle McKinnon, appela Betty. PA a dit qu'on n'est pas censé vous parler, mais pourriez-vous m'apprendre des choses sur les chevaux? Je veux dire, sur la façon de faire les choses différemment. Sarah croisa le regard de James, y voyant son propre espoir reflété. Elle prit son manuel, sentant son poids familier. Entrez. Betty. Amenez votre mère aussi. Je pense que nous avons toutes quelque chose à apprendre les unes des autres. Le soleil du soir éclaira les lettres dorées sur la tranche du manuel, le langage de la confiance. Alors que Sarah sortait pour rencontrer ses nouvelles élèves, chaque page représentait plus que du simple dressage de chevaux. C'était en train de devenir un témoignage de différentes manières de voir, d'apprendre, d'être. D'autres cavaliers approchaient du ranch. D'autres habitants attirés par les rumeurs de la douce dresseuse de chevaux qui défiait les conventions. Tous ne resteraient pas, tous n'apprendraient pas. Mais alors que Sarah ouvrait son manuel pour partager sa sagesse, elle savait que chaque petit changement, chaque esprit ouvert, était une nouvelle fissure dans les murs des préjugés. Première leçon, dit-elle à son public grandissant, l'étalon noir broutant paisiblement à proximité. La vraie force ne vient pas de briser les esprits. Elle vient de les aider à s'élever. Les pages du manuel bruissèrent dans la brise du soir, prêtes à enregistrer de nouveaux chapitres dans l'histoire continue du changement. Les chaînes de Sarah devaient faire d'elle un exemple de soumission. Au lieu de cela, elles étaient devenues le catalyseur de quelque chose de bien plus puissant, une révolution des cœurs et des esprits doux, se propageant une leçon à la fois. L'insigne du shérif Mills capta le soleil de fin d'après-midi alors qu'il descendait de cheval à la porte du ranch, l'étoile d'argent ternie sur les bords. Comme l'homme qui la portait, l'autorité de l'insigne avait été lentement corrompue par des années de compromis, de regards détournés, tandis que le conseil municipal pliait la justice à sa volonté. « Sacré rassemblement que vous avez là, Blackwood », lança Mills, observant la douzaine de chevaux attachés à l'extérieur du corral. À l'intérieur, Sarah dirigeait une autre session de dressage, sa voix portant claire et forte.
James descendit du porche, se positionnant entre le shérif et le corral. Les gens sont libres d'apprendre ici, shérif. Aucune loi contre ça. Aucune loi pour l'instant. Mills toucha inconsciemment son insigne. Mais le conseil se réunit ce soir, session spéciale. Ses yeux suivirent le groupe de femmes et de filles qui regardaient Sarah travailler. Madame Whitmore est très préoccupée par l'influence qui se répand ici. L'influence. La voix de James se durcit. Vous voulez dire le savoir, la compréhension? Le genre de choses qui pourrait amener les gens à remettre en question les chênes et les arbres? Le shérif tressaillit légèrement, sa main retombant de son insigne. Vous êtes nouveau ici, Blackwood. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Or, je comprens parfaitement. Je comprends comment des hommes avec des insignes peuvent oublier ce qu'ils représentent. Comment des étoiles d'argent peuvent devenir des poids sur la conscience. À l'intérieur du corral, Sarah montrait une manière douce de mettre le licol à une jument nerveuse. Betty Wilson et 3 autres jeunes filles regardaient attentivement, leurs visages rayonnants d'apprentissage. Leur mère se tenait à proximité, un mélange d'anxiété et d'émerveillement dans leurs expressions. « Il faut que ça cesse », dit Mills, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Le conseil ne possède pas l'esprit de ces gens, le coupa James, ni l'avenir de leur fille. C'est un signe que vous portez, il est censé protéger les droits de chacun, pas seulement ceux que Madame Whitmore approuve. Un cavalier arriva au galop. Le jeune Tommy Parker, le visage rouge d'urgence. Shérif, il se rassemble en ville. Des hommes armés. Madame Whitmore a dit de vous dire. Des hommes armés? James Savanka. Pourquoi? Enseigner aux filles à monter à cheval? La main de Mills effleura son arme, un geste inconscient qui en disait long. Allons, ne vous énervez pas, Blackwood. Juste une précaution. Le conseil s'inquiète du désordre. Sarah avait remarqué l'agitation. Elle attacha la jument et se dirigea vers la clôture, ses élèves la suivant. Le désordre, shérif? C'est ainsi que vous appelez apprendre. Grandir, se libérer des chaînes? L'insigne semblait peser plus lourd sur la poitrine de Mills à l'approche de Sarah. Il la connaissait depuis qu'elle était petite, il lui avait même amené son propre cheval pour le dressage. Sarah, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Cessez simplement ces rassemblements. Revenez en ville. Soumettez-vous à l'autorité du conseil. Comme vous vous êtes soumis? La voix de Sarah était basse, mais cinglante. Vous avez troqué votre conscience contre cette étoile? Le visage du shérif se empourpra. Vous dépassez les bornes. Non, c'est vous qui dépassez les bornes. James se plaça aux côtés de Sarah. Utilisez des hommes armés contre des femmes et des enfants. C'est ça que cet insigne signifie maintenant? D'autres cavaliers apparurent sur la route venant de la ville. Une douzaine d'hommes, les fusils visibles sur leurs selles. Madame Whitmore chevauchait avec eux, le visage empreint d'une juste détermination. « Mettez tout le monde à l'intérieur », murmura James à Maria, qui commença discrètement à guider les femmes et les filles vers la maison. « Tommy », appela-t-il le jeune homme toujours sur son cheval. « Va au pâturage nord. Dis aux hommes là-bas de rentrer. Maintenant ». Mills regardait le groupe approcher, le conflit lisible sur son visage. Son insigne, censé représenter la loi et la justice, était devenu un symbole de l'oppression même qu'il était censé empêcher. « Il n'est pas trop tard », dit Sarah doucement. « Cette étoile que vous portez, elle pourrait signifier quelque chose de différent. Elle pourrait représenter la vraie justice, pas seulement la volonté du conseil. » La main du shérif toucha à nouveau son insigne, en sentant le poids. Au loin, la voix de Madame Whitmore, tranchante d'autorité, était portée par le vent. Les hommes armés se déployèrent derrière elle comme un orage menaçant. « Faites votre choix, shérif, » dit James. « Mais souvenez-vous que cet insigne implique une responsabilité, pas seulement du pouvoir. » Mills regarda sa troupe approcher, puis les femmes et les filles qu'on se dépêchait de mettre en sécurité. Sa main quitta l'étoile ternie, et pour la première fois depuis des années, il en sentit le véritable poids. « Que Dieu nous vienne en aide », murmura-t-il, et il tourna son cheval vers les cavaliers qui approchaient. L'insigne capta le soleil une dernière fois, telle une question en suspens dans l'air du désert.
De quel côté de la justice se rangerait-il quand l'orage éclaterait enfin? Le jardin derrière la maison du ranch était la fierté de Rosa, une oasis cachée de fleurs du désert et d'herbes aromatiques, soigneusement entretenue à l'abri des murs d'adobe. Au clair de lune, il devenait quelque chose de magique. Le céreux à floraison nocturne déployant ses pétales comme des étoiles tombées sur terre. Sarah y trouva James après que les autres se furent endormis, sa haute silhouette appuyée contre le mur, fixant les lumières lointaines de Copper Creek. Le doux parfum de l'onagre remplissait l'air. Le défi de la nature à l'aridité du désert. « Vous pensez à demain ?» demanda-t-elle en venant se tenir à ses côtés. « Je pense au choix », répondit-il. « Ceux qui façonnent nos vies sans même que nous le sachions sur le moment. » Il se tourna pour la regarder, son visage adouci par le clair de lune. Comme s'arrêter à ce chêne. Un oiseau de nuit appela quelque part dans l'obscurité. Sarah toucha l'un des cactus en fleurs de rosa, s'émerveillant de la façon dont quelque chose de si délicat pouvait naître de quelque chose de si robuste. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» demanda-t-elle. « Vraiment. » James resta silencieus un moment, reflequissant. Je me suis vue à ce moment-là. Pas tel que je suis maintenant, mais tel que j'aurais pu être. L'homme qui passe son chemin, qui se dit que ce n'est pas son affaire. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité. Je n'aimais pas cet homme-là. Et maintenant, avec des hommes armés qui arrivent, vos affaires menacées? Maintenant, je comprends quelque chose que mon père a essayé de m'apprendre. Il la conduisit à un petit banc niché parmi les plantes en fleurs. Il a bâti notre empire de ranch à partir de rien. Mais à la fin, il a dit, la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède. Elle est dans ce que l'on défend. Sarah sentit la chaleur de sa main dans la sienne, si différente des chaînes froides qui l'avaient liée. « Votre mère, dit-elle doucement. Vous avez mentionné qu'elle était comme moi, forte, belle, refusant d'être moins qu'elle-même. » Sa voix s'érailla légèrement. La ville où elle vivait ne l'a pas enchaînée à un arbre. Ils ont juste érodé son esprit, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle oublie qui elle était. Un nuage passa devant la lune, assombrissant le jardin. Au loin, un coyote hurla. Un son solitaire, défiant. Est-ce pour cela que vous ne vous êtes jamais marié? Peur de voir quelqu'un d'autre être brisé? James se tourna vers elle, les yeux intenses. Non, je ne me suis jamais marié parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me donne envie de me battre au lieu de rester simple spectateur. Jusqu'à présent. Le clair de lune revint, illuminant la beauté du jardin. Sarah sentit son cœur s'accélérer, mais sa voix resta calme. Je ne cherche pas à être sauvée, James Blackwood. Tant mieux. Son sourire était doux. Parce que je ne cherche pas à être un sauveur. Je cherche à être un partenaire, quelle que soit la tempête qui s'annonce. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et lui toucha la joue. Sarah se pencha contre sa main, sentant la force et la tendresse qui s'en dégageaient. « Ils viendront à l'aube, » murmura-t-elle. « Qu'ils viennent. » Sa voix était douce mais certaine. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le céreux à floraison nocturne libéra son parfum, doux et fugace. Sarah combla la distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui avait le goût de la promesse et de la défiance. Ses bras l'entourèrent, forts mais non contraignants, offrant un abri sans exiger de reddition. Quand ils se séparèrent, la lune était montée plus haut, argentant le jardin de Rosa. Quelque part dans la maison, un enfant riait dans son sommeil, l'une des filles qui avait trouvé refuge au ranch. « Écoutez, » dit James, ses bras toujours autour de Sarah. « C'est le son qu'ils craignent le plus. Une joie qu'ils ne peuvent contrôler. Une liberté qu'ils ne peuvent enchaîner. » Sarah posa sa tête contre son épaule, respirant la nuit du désert. « Ma mère disait que l'amour est comme l'eau dans le désert. Précieux parce qu'il est rare. Puissant parce qu'il crée la vie là où aucune ne devrait exister. » Le jardin témoignait de cette vérité. Des roses fleurissant dans la poussière, la beauté s'épanouissant contre toute attente, comme leur propre cœur s'ouvrant malgré l'âpreté environnante. « Quoi qu'il arrive demain, » dit Sarah, « nous y ferons face ensemble. Non pas comme sauveur et sauvé, mais comme des égaux. » La réponse de James fut un autre baiser, doux comme le clair de lune sur les roses. Au-dessus d'eux, les étoiles dessinaient leurs arabesques anciennes,
témoin d'un amour fleurissant au cœur du désert, défiant toutes les forces qui voudraient l'empêcher de grandir. Sauvage et libre. L'aube peignit les poteaux de la clôture du ranch d'un rouge sang, le bois brut équarri se dressant comme des sentinelles face aux cavaliers qui approchaient. Sarah compta au moins 30 hommes, leurs fusils luisant dans la lumière matinale. Madame Whitmore chevauchait à leur tête, sa robe noire à col montant une bannière d'autorité vertueuse. James se tenait à la porte principale, une main reposant sur le bois patiné. La ligne de la clôture s'étendait de chaque côté, bien plus qu'une simple barrière pour le bétail désormais. Elle marquait la frontière entre la haine et l'espoir, entre l'ancien monde et ce qui pourrait être. Derrière eux, les employés du ranch avaient formé leur propre ligne, armés mais calmes. Miguel se tenait avec son père et ses frères, leurs visages sombres. Rosa et Maria avaient rassemblé les femmes et les enfants dans la maison, mais Sarah pouvait voir le visage de Betty Wilson, pressée contre une fenêtre, observant. Les cavaliers s'arrêtèrent net devant la clôture. Le shérif Mills, mal à l'aise sur son cheval, était pris entre les deux forces entre lesquelles il était censé maintenir la paix. « C'est votre dernière chance, Blackwood », lança Madame Whitmore. « Livrez-nous la femme Msekinon et mettez fin à cette folie. » « La folie ?» La voix de James porta clairement dans l'air matinal. « C'est ainsi que vous appelez enseigner, apprendre, grandir ? Nous appelons ça la corruption », cria quelqu'un dans la foule. « Détruire nos coutumes. » Sarah s'avança pour se tenir aux côtés de James, sa main trouvant la sienne. « Vos coutumes ont détruit des gens assez longtemps. Demandez à vos filles si elles veulent vivre dans vos chaînes. » Le visage de Madame Whitmore se crispa. Les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi Dieu leur a donné des autorités compétentes pour les guider. Comme vous m'avez guidé. La voix de Sarah s'éleva. Avec des chaînes, des arbres et de la honte. Un mouvement à la ligne de la clôture attira son attention. Betty Wilson s'était échappée de la maison et se frayait maintenant un chemin à travers les employés du ranch pour se tenir devant Sarah. « Vous ne l'aurez pas », cria la fillette, sa jeune voix tremblante mais déterminée. « Elle nous apprend à être forte. Betty Wilson. » Son père poussa son cheval en avant. « Rentre immédiatement dans cette maison. »« Non pas. » Betty S.L. redressa. « Mademoiselle Msekinon nous montre que nous n'avons pas à avoir peur de qui nous sommes, que nous pouvons être plus que ce que les autres veulent que nous soyons. » D'autres silhouettes émergèrent de la maison, des femmes et des filles formant une ligne le long de la clôture. Sarah reconnut des visages de la ville, la fille de la couturière, la femme du forgeron, la jeune veuve qui vivait près de l'église. Ce sont des enfants. La voix de Madame Whitmore s'éleva, furieuse. Nos épouses. Vous leur avez empoisonné l'esprit. Nous leur avons ouvert les yeux, répliqua Sarah. Le poison était déjà là, dans vos règles, vos chaînes, votre peur des femmes qui osent être libres. La clôture du ranch craqua alors que des hommes bougeaient sur leurs selles, certains regardant avec incertitude les femmes qu'ils étaient venus sauver. Le shérif Mills poussa son cheval en avant, son insigne captant la lumière du matin. « Réfléchissez bien, » dit-il en s'adressant aux deux camps. « Le sang versé ici ne s'effacera pas facilement. »« Personne n'a besoin de saigner, » répondit James. « Cette clôture marque notre terre. Franchissez-la avec violence, et vous ne serez plus des hommes juste défendant la tradition. Vous serez des agresseurs armés menaçant des femmes et des enfants. » Sarah vit l'impact de ces mots. Certains hommes détournèrent le regard, soudain mal à l'aise avec leur rôle dans cette croisade morale. « La loi » commença Madame Whitmore. « La loi, la coupa James. Parlons loi, Madame Whitmore. Des droits sur l'eau dont cette ville dépend. Des accords de pâturage qui nourrissent votre bétail. Des contrats qui pourraient disparaître avec un télégramme à mes avocats de Denver. » Un murmure parcourut la foule. Le visage de Madame Whitmore s'empourpra de rage. « Vous détruiriez les moyens de subsistance de cette ville pour elle, Pour chaque personne que vous avez essayé d'enchaîner, de couvrir de honte ou de réduire au silence, James désigna la ligne de femmes et de filles le long de la clôture. Cette clôture marque une frontière que vous avez créée entre la peur et la liberté. Choisissez de quel côté vous voulez être. Le soleil du matin monta plus haut, sa lumière crue révélant le doute sur de nombreux visages.
Le père de Betty descendit de cheval, marchant lentement vers la clôture. « Betty, » appela-t-il doucement. « Tu y tiens vraiment autant ?»« Oui, pa. » La voix de Betty était plus forte maintenant. « Mademoiselle Msekinon nous apprend qu'être forte n'est pas mal. Que nous pouvons être courageuses et quand même être bonnes. » Il regarda sa fille un long moment, puis se tourna vers les autres cavaliers. « Ma fille a plus de bon sens que nous tous réunis. Je ne lèverai pas les armes contre des enfants qui apprennent à être forts. » D'autres hommes commencèrent à descendre de cheval, s'éloignant de la croisade de Madame Whitmore. La ligne de la clôture se dressait entre eux comme un miroir, reflétant la vérité de ce qu'ils étaient devenus et ce qu'ils pouvaient choisir d'être à la place. Sarah serra la main de James, regardant l'avenir en équilibre sur le bord d'un poteau de clôture patiné. Le vent du matin portait l'odeur de la sauge et de la promesse, murmurant un changement qui ne pouvait être enchaîné. Le lasso de Sarah pendait enroulé à sa selle, la corde usée et lisse par des années d'utilisation douce avec des chevaux effrayés. Elle ne l'avait jamais utilisé comme une arme, jusqu'à aujourd'hui. Alors que les derniers loyalistes de Madame Whitmore chargeaient, Sarah se mit en selle, le poids familier de la corde prête à sa hanche. « Prenez-les !» La voix de Madame Whitmore craqua d'hystérie. « Avant qu'ils ne corrompent tout le territoire. » Les premiers coups de feu partirent haut, des tirs d'avertissement destinés à effrayer plutôt qu'à blesser. Mais Sarah vit James trébucher, une balle faisant éclater le poteau de clôture près de sa tête. Sans réfléchir, son lasso tournoya, attrapant le fusil de l'assaillant le plus proche et le lui arrachant des mains. « Ça suffit !» cria-t-elle, la corde se réenroulant déjà pour un autre lancer. « Plus d'armes, plus de force. Affrontez-nous en égaux ou partez. » Son cheval, sentant son intention, bougea avec une précision parfaite. Le lasso vola de nouveau, cette fois s'enroulant autour de la taille de Madame Whitmore. Sarah ne tira pas. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. La femme qui avait ordonné qu'on l'enchaîne était maintenant à sa merci. « Comment osez-vous » crachota Madame Whitmore en essayant de se libérer. « C'est une agression. »« Non » répliqua Sarah en tenant fermement la corde. « C'est la justice. La différence, c'est que je ne l'utiliserai pas pour vous enchaîner. Je vous donne le choix. » Autour d'eux, la bataille avait pris une tournure presque surréaliste. Les employés du ranch désarmèrent les assaillants restants avec une efficacité rapide, tandis que les femmes de la maison formaient une chaîne humaine à travers la cour, protégeant les enfants derrière elles. James s'était relevé, du sang coulant d'une égratignure sur sa joue. « Sarah a raison, » dit-il, sa voix portant à travers le chaos. « Choisissez maintenant. Vous tous. Êtes-vous des hommes de violence ou des hommes de conscience ?» Le shérif éperonna enfin son cheval, se positionnant entre les deux groupes. Son insigne capta le soleil du matin alors qu'il sortait son pistolet puis, lentement, délibérément, le posa à terre. « Assez de sang, » déclara-t-il. « Assez de chaînes. Madame Whitmore, rappelez vos hommes avant que quelqu'un ne meure pour votre orgueil. » Sarah garda le lasso lâche mais prêt, observant le visage de Madame Whitmore se tordre à la prise de conscience que son pouvoir lui échappait. La femme qui avait commandé un respect si craintif semblait maintenant petite, sa droiture s'effritant face à une force réelle. « Vous ne pouvez pas gagner, » lui dit Sarah doucement. « Pas à cause de cette corde, mais parce que votre temps est révolu. Les filles que vous avez essayé de maintenir petites se tiennent droites. Les femmes que vous avez tenté de réduire au silence trouvent leur voix. » Betty Wilson se faufila de derrière la chaîne humaine, courant vers son père, qui était resté neutre près de la clôture. Il la souleva, la serrant fort, les yeux pleins d'une compréhension soudaine. « Ma fille » murmura-t-il assez fort pour que d'autres l'entendent. Quel genre de père menace de faire la guerre pour empêcher sa fille de devenir forte? D'autres hommes baissèrent leurs armes. Le visage de Madame Whitmore se décomposa alors qu'elle regardait sa croisade morale se dissoudre dans la lumière du matin. « Le conseil municipal. » commença-t-elle. « Nous nous réunirons aujourd'hui, » l'interrompit le shérif, « pour discuter d'une nouvelle direction. Une direction qui comprend la différence entre tradition et tyrannie. » Sarah relâcha enfin son lasso, le laissant tomber loin de Madame Whitmore. La corde qui avait été son outil pour dompter les chevaux sauvages avait servi un but différent aujourd'hui. Montrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'enchaîner les autres,
mais dans le fait de savoir quand lâcher prise. Les combattants restants commencèrent à battre en retraite, laissant Madame Whitmore isolée sur son cheval. Elle regarda autour d'elle, affolée, voyant d'anciens alliés reculer, des mères étreignant des filles qu'elles étaient venues sauver. Des hommes choisissant l'amour plutôt que la peur. « Ce n'est pas fini », déclara-t-elle. Mais sa voix vacilla. « Vous avez raison », acquiesça Sarah, enroulant son lasso avec une aisance experte. Ce n'est que le début. Un nouveau chapitre où les filles grandiront libres et fortes. Où les femmes se tiendront droites sans honte. Où le pouvoir servira la justice au lieu de la peur. James vint se tenir à côté du cheval de Sarah, sa main reposant sur sa jambe. Ensemble, ils regardèrent Madame Whitmore tourner son cheval et s'éloigner. Sa robe noire n'était plus une bannière d'autorité, mais un linceul pour un préjugé mourant. Le lasso pendait silencieux maintenant, son travail accompli. Sarah regarda les visages autour d'elle, les femmes se tenant fièrement, les hommes choisissant le courage plutôt que la conformité, les enfants observant, les yeux écarquillés, le monde changé devant eux. La corde qui avait autrefois servi à dompter les chevaux avait aidé à dompter les cœurs humains à la place, prouvant que les outils de la servitude pouvaient devenir des instruments de liberté entre de bonnes mains. La presse de la Copper Creek Gazette s'ébranla, son martèlement rythmique résonnant dans les rues matinales. Le rédacteur en chef, Thomas Webb, qui avait passé des années à imprimer les chroniques de morale soigneusement rédigées par Madame Whitmore, fixait maintenant un titre bien différent, Chaîne du changement, la véritable histoire de Sarah McKinnon. L'article en dessous racontait tout, le châtiment cruel, la résistance au ranch, la transformation des cœurs et des esprits. Mais surtout, il portait les voix qui avaient été réduites au silence si longtemps. Mademoiselle McKinnon m'a montré qu'être forte n'est pas être mauvaise, lisait-on dans la citation de Betty Wilson. Elle m'a appris qu'une fille peut être courageuse et quand même être bonne. D'autres journaux arrivèrent des villes voisines, attirés par les rumeurs de la confrontation. Leur titre allait du sensationnel « Guerre dans une ville frontière pour les droits des femmes » au plus réfléchi « Le changement arrive à Copper Creek, une leçon de progrès ». Sarah garda chaque journal, observant l'histoire se répandre au-delà de leur petit coin du territoire. Des lettres commencèrent à arriver au ranch, d'autres femmes ayant subi des persécutions similaires, de pères remettant en question leurs propres croyances rigides, de jeunes filles rêvant d'avenirs différents. Ils appellent ça la révolution de Copper Creek, dit James en étalant les derniers journaux sur son bureau. Bien que j'ai remarqué qu'ils ne sont pas très clairs sur le fait que vous utilisiez ce lasso pour le bien ou pour le mal. Sarah sourit en lisant un compte rendu particulièrement coloré du Denver Post. Leisetsles SL demanda. La vérité est dans les changements que nous voyons. Et des changements, il y en avait. Le conseil municipal, sous la direction ferme du shérif Mills, avait suspendu l'autorité de Madame Whitmore en attendant un examen formel. De plus en plus de femmes portaient des tenues d'équitation pratiques sans crainte de condamnation. Les sessions de dressage du ranch étaient devenues une véritable école, des familles de 3 territoires y envoyant leurs filles apprendre. « Regardez ça », dit James en brandissant une lettre. « La femme du gouverneur souhaite nous rendre visite. Elle dit qu'il est temps que ces pratiques de punition archaïques soient abordées à l'échelle du territoire. » La presse continuait de tourner, chaque édition de la Gazette marquant une nouvelle avancée. Thomas Webb, retrouvant sa conscience en même temps que son courage, entama une série d'éditoriaux examinant l'histoire de la ville en matière d'utilisation de la honte et de l'isolement pour maintenir le contrôle. « Nous devons nous demander, » écrivit-il, « si une tradition qui enchaîne l'esprit humain est une tradition qui mérite d'être préservée. » Sarah se tenait dans le bureau du journal, regardant la dernière édition prendre forme. Les caractères en plomb éplaient une autre histoire de transformation, la décision du conseil municipal d'organiser de nouvelles élections, avec des femmes éligibles pour la première fois. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour », admit Webb en ajustant ses lunettes tachées d'encre. « Ça vous dirait d'écrire un article pour nous sur vos méthodes avec les chevaux ? Les gens commencent à voir le lien entre un dressage doux et une gouvernance douce. » Dehors, Sarah entendait déjà les crieurs de journaux annoncer les titres de l'édition précédente. Copper Creek en tête du territoire pour les réformes. Lisez tout à ce sujet. Comme c'est étrange, pensa-t-elle, que les mêmes journaux qui avaient autrefois publié des avis sur sa corruption morale célébraient maintenant ses méthodes comme de la sagesse. Le pouvoir des mots,
comme le pouvoir des chaînes, dépendaient entièrement de la manière dont ils étaient utilisés. Un groupe de jeunes filles passa devant la fenêtre du bureau du journal, vêtues de tenues d'équitation pratiques, se dirigeant vers leur leçon au ranch. Elles marchaient la tête haute, libérées de toute honte. Sarah les regarda s'éloigner, se souvenant de sa propre jeunesse, du poids du jugement, de la pression constante pour être moins. Votre histoire leur a donné la permission d'écrire la leur, dit Webb en suivant son regard. C'est ce que Madame Whitmore n'a jamais compris. On ne peut pas enchaîner une histoire une fois qu'elle a été racontée. La presse continuait son rythme régulier, comme un battement de cœur du changement. Chaque édition portait plus de voix, plus d'histoires de transformation. Des femmes qui avaient silencieusement enduré un traitement similaire commencèrent à parler. Des hommes qui avaient appliqué les anciennes méthodes commencèrent à les remettre en question. Nous n'imprimons plus seulement des nouvelles, observa Webb en brandissant les pages fraîches. Nous imprimons la possibilité. Sarah toucha l'encre encore humide, sentant la légère empreinte des caractères. Comme les marques laissées par les chaînes, ces empreintes dureraient, mais elles raconteraient une histoire différente. Une histoire de libération, de fierté retrouvée, de changement non seulement des lois, mais des cœurs. Les journaux se répandirent à travers le territoire comme des graines au vent, prenant racine dans d'autres villes, d'autres territoires, se transformant en quelque chose qui ne pouvait être ni enchaîné ni contenu. L'idée simple et révolutionnaire que chaque personne méritait de se tenir libre et forte dans sa propre vérité. La nouvelle charte municipale reposait, ouverte, sur la table de la salle du conseil, son encre fraîche brillant à la lumière des lampes. Le document représentait des semaines de négociations minutieuses, chaque article conçu pour empêcher les abus du passé tout en construisant un avenir plus inclusif. Article 1er, lut Sarah à voix haute devant la salle comble, la voix assurée. Aucun citoyen de Copper Creek ne sera soumis à une punition sans procédure légale régulière. Aucun conseil, comité ou individu n'aura le pouvoir d'imposer des sanctions extrajudiciaires ou des contraintes physiques à quiconque. Elle marqua une pause, croisant le regard de Madame Whitmore de l'autre côté de la table. La vieille femme était assise tranquillement dans l'assistance maintenant, son autorité dépouillée par un vote unanime. Mais c'était sa présence ici, sa volonté de faire face à ce qu'elle avait fait, qui donnait de l'espoir à Sarah. Article 2, continua James, le droit de poursuivre un travail honnête, l'éducation et le développement personnel ne sera pas restreint en fonction du sexe, de l'apparence ou de la manière de s'habiller, à condition que de tels choix ne nuisent pas à autrui. Le pire de Betty Wilson S.L. Leva. Je propose d'ajouter, et les parents seront guidés par la conscience et l'amour, non par la peur et la tradition, dans l'éducation de leurs enfants. La salle murmura son approbation. Sarah observait les visages dans la foule. Des hommes qui avaient autrefois chevauché, armés, jusqu'au ranch, hochaient maintenant la tête d'un air pensif. Des femmes qui s'étaient détournées d'elle avec honte étaient maintenant assises, droites et fières. Parlez-leur de l'article 7, insista le shérif Mills. Il était devenu l'un des plus fervents défenseurs du changement, son insigne terni brillant maintenant d'un éclat renouvelé. Sarah tourna la page. Article 7, une commission permanente sera établie, composée d'un nombre égal d'hommes et de femmes, pour examiner toute accusation de mauvaise conduite morale ou sociale. Aucune mesure punitive ne pourra être prise sans l'approbation de cette commission. Et la présidente de cette commission, suggéra James, sera Sarah M. Sekinon, annonça Mills, si elle accepte. Le silence se fit dans la salle. Sarah sentit le poids du moment, sa symétrie, de paria enchaînée à gardienne de la justice. Elle regarda à nouveau Madame Whitmore, ne voyant plus une ennemie, mais un rappel de la raison pour laquelle de telles protections étaient nécessaires. « J'accepte, dit-elle clairement, mais à une condition. Madame Whitmore doit en être la coprésidente. » Des exclamations et des chuchotements emplirent la salle. La tête de Madame Whitmore se releva brusquement, son visage un masque de confusion. « Les anciennes et les nouvelles méthodes doivent apprendre à travailler ensemble, » expliqua Sarah. « Nous ne pouvons pas construire un avenir meilleur en échangeant simplement une forme de jugement contre une autre. » Elle se dirigea vers l'endroit où Madame Whitmore était assise, lui tendant la main. « Votre expérience, tempérée par la compréhension de ce qui n'a pas fonctionné, pourrait aider à empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. » Les yeux de Madame Whitmore brillèrent de larmes. « Après ce que je vous ai fait, la charte concerne autant la rédemption que la réforme,
dit doucement Sarah. Nous aiderez-vous à la faire fonctionner? La vieille femme se leva lentement, prenant la main que Sarah lui tendait. J'essaierai, murmura-t-elle. Que Dieu me vienne en aide, j'essaierai. Elles retournèrent ensemble à la charte, ces pages contenant l'espoir de la guérison autant que du changement. Article par article, le document redessinait les frontières du pouvoir et de la responsabilité à Copper Creek. James regardait de sa place à la table, voyant la sagesse de son père se vérifier. La vraie richesse ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on défendait. La charte protégerait ses intérêts commerciaux, oui, mais plus important encore, elle protégerait le droit de l'esprit humain à grandir et à s'épanouir. Un dernier article, dit-il en se levant. Concernant le vieux chêne. Sarah se tendit légèrement, mais sa voix resta forte. Lisez-le. L'arbre connu sous le nom de chêne du jugement sera préservé, lut James, non comme un lieu de punition, mais comme un monument à la résilience. Une plaque y sera apposée, portant l'inscription. Ici se tinrent ceux qui osèrent être différents. Puisse leur courage nous apprendre à briser les chaînes, non à les forger. Betty Wilson, assise avec ses parents, éclata en applaudissements. D'autres se joignirent à elle jusqu'à ce que la salle résonne, non pas d'une célébration de victoire, mais d'une reconnaissance de la transformation. La dernière page de la charte attendait les signatures. Un par un, les habitants s'avancèrent, anciens opposants et partisans confondus, pour signer ce nouveau départ. Chaque signature représentait un choix de changer, de grandir, de voir différemment. Sarah signa en dernier, son nom s'étalant, fort et libre, sur la page. Au-dessus de toutes les signatures, en une écriture soignée, courait le simple préambule de la charte. Nous, peuple de Copper Creek, choisissant la justice plutôt que le jugement, la croissance plutôt que la peur, et l'espoir plutôt que la haine, établissons par la présente ces articles de respect mutuel et de protection. Le document était complet, mais Sarah savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Le véritable changement ne se produisait pas sur le papier, mais dans les cœurs et les esprits. La charte n'était que le premier pas sur un long chemin de rédemption. La bague de fiançailles capta la lumière du couchant. Son simple anneau d'or ne tenait pas un diamant, mais un morceau lisse de bois poli provenant du vieux chêne. James l'avait commandé spécialement, travaillant à la fois avec le bijoutier de la ville et un artisan amérindien de la tribu de Rosa. Un rappel, dit-il en l'attendant à Sarah alors qu'ils se tenaient dans le jardin où ils s'étaient embrassés pour la première fois, que la beauté se présente sous des formes inattendues et que la force naît de l'adversité. Sarah toucha l'incrustation de bois lisse, sentant sa chaleur. Vous comprenez, n'est-ce pas, que je ne serai pas une épouse traditionnelle. Traditional? James Surratt. Comme ces dames de la haute société de Denver qui n'ont jamais débourré un cheval sauvage ni réformé une ville entière. Je pense que je survivrai au scandale. La bague glissa parfaitement à son doigt, son poids familier, bien qu'elle n'en ait jamais porté auparavant. Comme tout entre eux, elle représentait un partenariat plutôt qu'une possession. Les employés du ranch font des paris, dit Sarah en admirant la façon dont le grain du bois captait la lumière. La moitié pense que je porterai une robe convenable pour le mariage. L'autre moitié s'attend à me voir en tenue d'équitation. Et à quoi vous attendez-vous? Je m'attends à être moi-même. La femme dont vous êtes tombé amoureux, pas celle que les autres pensent que je devrais être. James la serra contre lui. L'onagre du jardin libérait son doux parfum autour d'eux. La femme dont je suis tombé amoureux a réécrit les lois d'une ville, dompté des chevaux sauvages et m'a appris que la vraie force réside dans le fait d'élever les autres, pas de les rabaisser. À l'intérieur de la maison, ils entendaient les préparatifs de la fête de fiançailles. La voix de Maria parvenait par les fenêtres ouvertes, dirigeant l'installation de la nourriture et des décorations. Toute la ville avait été invitée, même ceux qui s'étaient autrefois opposés à eux. « Êtes-vous sûr de vouloir rendre cela si public ?» demanda Sarah. « Il y a encore ceux qui ont besoin de voir que l'amour ne suit pas les règles, » termina James. « C'est précisément pourquoi cela doit être public. » Ils rentrèrent pour trouver la maison transformée. Rosa avait tissé des fleurs sauvages en guirlandes, leur beauté désertique défiant toute notion de décoration convenable. Betty Wilson et les autres filles de l'école de dressage de Sarah avaient créé leur propre décoration, des guirlandes de papier peintes de couleurs vives, symbolisant la transformation des liens en beauté.
Madame Whitmore arriva tôt, portant un plat couvert et une mine incertaine. Depuis qu'elle avait accepté de coprésider la commission, elle avait montré des changements modestes mais significatifs. Maintenant, elle s'approchait de Sarah avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration dans les yeux. « J'ai apporté le gâteau au miel de ma grand-mère », dit-elle doucement. Ce n'est pas traditionnel pour des fiançailles, mais... Elle jeta un coup d'œil à la bague de Sarah avec son incrustation de bois. J'ai pensé que nous étions peut-être en train de créer de nouvelles traditions. D'autres habitants arrivèrent, remplissant la maison d'un bourdonnement de conversation et de rires. Sarah vit Thomas Webb de la Gazette prendre des notes. Nul doute que le journal de demain relaterait en détail comment la fête de fiançailles de la tristement célèbre Sarah McKinnon avait enfreint toutes les règles de bienséance. Le shérif arriva dans son plus beau costume, son insigne poli jusqu'à retrouver son éclat. Il avait amené sa femme et ses filles, ces dernières portant des tenues d'équitation similaires à celles des élèves de Sarah. Cette scène aurait scandalisé la ville quelques mois auparavant. Maintenant, elle soulevait à peine un sourcil. Un toast, l'Anca Miguel en levant somberre. Le jeune employé du ranch était devenu l'un de leurs plus ardents défenseurs. Au couple qui nous a appris que l'amour n'enchaîne pas. Il libere. À Sarah et James. Reprit la foule en chœur, et Sarah sentit la chaleur de l'acceptation l'envahir. Betty Wilson tira sur sa manche. Mademoiselle McKinnon, P.A., dit que je peux continuer à prendre des leçons après votre mariage. Que je pourrai apprendre à diriger le ranch un jour. Comme vous. Sarah s'agenouilla à la hauteur de la fillette, sa bague captant la lumière de la lampe. Tu peux apprendre à faire tout ce que tu veux, Betty. Et un jour, quand tu trouveras quelqu'un à aimer, il t'aimera pour ta force, pas malgré elle. James s'approcha derrière elle, posant sa main sur son épaule. Le geste en disait long. Soutien sans possession. Partenariat sans domination. En fait, dit-il à Betty, nous agrandissons l'école. La femme du gouverneur ne fait pas que visiter. Elle nous aide à établir une véritable académie pour jeunes femmes, dispensant une formation allant de l'équitation à la gestion d'entreprise. Sarah se leva, s'appuyant contre lui. Vraiment ? Vous ne me l'aviez pas dit. Je voulais que ce soit un cadeau de fiançailles. Les papiers sont dans mon bureau. Partenariat Eagle. Votre nom juste à côté du mien. La bague sembla plus chaude, d'une certaine manière. Son cœur de bois portant la promesse de croissance et de changement. Autour d'eux, la fête continuait, célébrant non seulement leurs fiançailles, mais tout ce qu'elles représentaient. Un amour qui acceptait plutôt qu'il ne confinait. Une force qui élevait plutôt qu'elle ne limitait. Une confiance qui libérait plutôt qu'elle n'entravait. « Dansez avec moi », dit doucement James alors que Miguel et ses frères entamaient une mélodie. « Montrez-leur à tous à quoi ressemble un partenariat. » Et ainsi ils dansèrent, ses bottes d'équitation et ses souliers cirés se déplaçant ensemble sur le plancher, tandis que la bague à son doigt captait la lumière comme une étoile tombée sur terre, un phare d'espoir pour tous ceux qui osaient aimer librement, pleinement et sans chaîne. L'acte de propriété conjoint du ranch Blackwood reposait sur le bureau de l'avocat, l'encre fraîche brillant sur les signatures qui donnaient à Sarah la propriété égale de tout, la terre, le bétail, l'académie pour femmes nouvellement établies. Mais c'était la clause additionnelle qui signifiait le plus. Toutes les décisions concernant les opérations du ranch et la gestion de l'académie nécessiteront l'accord mutuel des deux parties. C'est sans précédent, admit l'avocat en ajustant ses lunettes. Les femmes mariées ne détiennent généralement pas de droit de propriété, encore moins une autorité de gestion égale. Alors nous créerons un nouveau précédent, répondit James en regardant Sarah tracer son nom sur le document, comme nous l'avons fait depuis le début. Les préparatifs du mariage tourbillonnaient autour d'eux. Mais ce moment tranquille de partenariat légal semblait plus significatif que n'importe quelle cérémonie. L'acte représentait tout ce pour quoi ils s'étaient battus, égalité, respect, objectif commun. L'Académie a déjà 12 candidatures, dit Sarah en parcourant les papiers. Des filles venant d'aussi loin que Kansas City, voulant apprendre l'élevage, les affaires et le dressage de chevaux, ajouta James avec un sourire. Votre réputation s'est répandue. L'armée s'intéresse à vos méthodes de dressage pour ses chevaux de cavalerie. Sarah leva les yeux, surprise. L'armée ? Mais ils ont toujours insisté sur les méthodes de débourrage traditionnelles.
jusqu'à ce qu'ils voient vos résultats. Il semble que les chevaux, comme les gens, répondent mieux au respect qu'à la force. Dehors, le bureau de l'avocat, Copper Creek bourdonnait d'activité. Le mariage attirait des visiteurs de tout le territoire, autant par curiosité pour la tristement célèbre Sarah McKinnon que par la célébration elle-même. De jeunes femmes parcouraient les rues en tenue d'équitation sans crainte de jugement. Le conseil municipal, comptant désormais 3 femmes membres, avait approuvé les plans d'une nouvelle école qui enseignerait à la fois les matières traditionnelles et les compétences pratiques en matière d'élevage. « Regardez », dit Sarah en désignant la fenêtre. Betty Wilson menait un groupe de jeunes filles à cheval, toutes montant à califourchon, toutes assises droites et fières. Il y a 1 an, elles auraient été scandalisées. Maintenant, elles enseignent à la prochaine génération. La dernière clause de l'acte attira son regard. Cette propriété servira de refuge à ceux qui cherchent l'éducation, l'opportunité et un abri contre la persécution. Un langage juridique rendant permanent ce que leur cœur avait déjà décidé. Maria fit irruption dans le bureau, les bras chargés de tissu. « Señorita Sarah, la robe ou la tenue d'équitation? Quoi que vous choisissiez, il faut l'ajuster. » Sarah rit des yeux délibérément détournés de James. « Je ne vous dis toujours pas ce que je vais porter. » Le taquina-t-elle. Certaines traditions valent la peine d'être conservées. Tant qu'elles sont choisies, et non imposées, répondit-il en rassemblant les papiers de l'acte. En parlant de choix, Rosa veut effectuer une bénédiction traditionnelle apache en plus de la cérémonie à l'église. Parfait, dit Sarah. Un pont entre les mondes, tout comme nous. Ils sortirent dans la rue où Madame Whitmore dirigeait la décoration de la place de la ville. Le mariage serait public, leur amour exposé tout comme l'avait été leur défiance. Des enfants tissaient des fleurs à travers les vieilles chaînes du jugement, transformant des symboles d'oppression en articles. Mademoiselle McKinnon, appela Betty en descendant gracieusement de cheval. Nous avons répété une démonstration d'équitation spéciale pour votre mariage. Voulez-vous nous regarder répéter? Sarah jeta un coup d'œil au chargement de préparatifs de mariage de Maria, puis à James. Il sourit et prit les papiers de l'acte. Allez-y. Je m'occupe des détails juridiques. Partenariat, vous vous souvenez? Alors que Sarah se dirigeait vers le choral d'entraînement, elle entendit des chuchotements de la part de quelques visiteuses. C'est elle, celle qui a tout changé. Les mots ne portaient plus de jugement maintenant, seulement de l'admiration. L'acte serait déposé demain, officialisant ce que l'amour avait déjà prouvé. Le véritable partenariat signifiait soutenir les forces de l'autre, partager les fardeaux et les triomphes. L'académie ouvrirait la semaine après le mariage, accueillant des jeunes femmes de tout le pays pour apprendre, grandir et trouver leur propre chemin. « Montrez-moi ce que vous avez appris », lança Sarah à ses élèves, les regardant guider leurs chevaux en formation. Leurs visages brillaient de confiance, leur dos droit, leurs esprits libres. C'était là son véritable héritage. Pas seulement les changements dans la loi ou les coutumes, mais la lumière dans les yeux de ses filles. Derrière elle, elle entendit James parler avec les officiers de l'armée venus observer ses méthodes d'entraînement. « Les techniques de ma femme, dit-il, la fierté évidente dans sa voix, révolutionnent notre façon de penser tant les chevaux que les humains. » Épouse. Le mot semblait différent maintenant, façonné par la promesse d'égalité de l'acte, par leur vision commune du changement. Sarah toucha sa bague de fiançailles avec son cœur de bois, sentant la force des racines s'enfonçant profondément, d'un amour s'élevant, grand et libre. Demain, ils examineraient les candidatures pour l'académie. La semaine prochaine, ils accueilleraient leurs premières étudiantes. Le mois suivant, ils organiseraient une conférence sur les méthodes d'élevage progressiste. Leur avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités. L'acte n'était que du papier, que des mots. Mais comme la charte avant lui, il représentait quelque chose de profond. Le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, la croissance plutôt que la stagnation, le partenariat plutôt que la domination. Sarah regarda ses élèves chevaucher, leurs chevaux se déplaçant en parfaite harmonie avec leurs désirs, et sourit. Certaines révolutions commençaient par des batailles. La leur avait commencé par briser des chaînes et se poursuivrait en construisant des ponts. Le vieux chêne se dressait, transformé, ses branches ombrageant désormais un simple monument de marbre. Là où des chênes avaient autrefois pendu, des fleurs sauvages s'épanouissaient.
La plaque brillait au soleil du matin, ces mots un témoignage du chemin parcouru. En ce lieu, le courage affronta la cruauté, et l'amour se révéla plus fort que les chaînes. Que tous ceux qui se reposent à cette ombre se souviennent que la vraie force ne réside pas dans le fait d'enchaîner les autres, mais de les aider à s'envoler. Sarah se tenait devant, à l'anniversaire de son supplice. La main de James, ferme dans la sienne. Une année avait tout changé. La ville, leur vie. La signification même de ce lieu. De jeunes couples se courtisaient maintenant sous les branches étendues du chêne. Des enfants y jouaient sans crainte. L'arbre était devenu un symbole non de jugement, mais de renouveau. Difficile de croire que cela ne fait qu'un an, dit doucement James en touchant la plaque. Parfois, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Et parfois, répondit Sarah, je sens encore les chaînes. Mademoiselle McKinnon, Madame Blackwood. Betty Wilson arriva sur sa jument préférée, droite et confiante en selle. Derrière elle suivait un flot de cavalières, la première promotion diplômée de l'académie. 20 jeunes femmes venues de territoires de tout l'Ouest, toutes chevauchant avec la même grâce fière qui avait autrefois scandalisé Copper Creek. Elles portaient des diplômes à côté de leurs cravaches, preuve que l'éducation ne connaissait pas de sexe. La femme du gouverneur est ici pour la cérémonie, annonça Betty, rayonnant pratiquement d'excitation. Et 3 autres territoires veulent établir leurs propres académies. Sarah regarda ses élèves descendre de cheval, se souvenant de chacune de leurs arrivées. Certaines étaient venues timides et voûtées, marquées par des années à s'entendre dire d'être moins. Maintenant, elles se tenaient droites et fortes, prêtes à porter la révolution de la dignité dans leur propre ville. Madame Whitmore s'approcha à pied, sa sévère robe noire remplacée par une jupe d'équitation pratique. L'année passée à coprésider la commission avait adouci ses angles, lui apprenant que l'autorité pouvait venir du respect plutôt que de la peur. Les nouvelles étudiantes sont installées dans le dortoir, rapporta TL. 45 ce trimestre. Nous devrons encore agrandir. Bien, dit James. Le changement doit grandir. Ils se rassemblèrent autour du chêne pour la cérémonie de remise des diplômes. Sarah se tenait là où elle avait autrefois été enchaînée. Mais maintenant, elle élevait la voix pour célébrer plutôt que pour défier. Il y a un an, cet arbre représentait la peur de la différence, la peur de la force, la peur du changement, commença-t-elle. Aujourd'hui, il représente autre chose. Le courage de grandir, d'apprendre, de devenir qui vous êtes vraiment. Les diplômées étaient assises, droites, leurs visages rayonnant de fierté et de détermination. Parmi elles se trouvaient des filles d'éleveurs, de banquiers et de chefs tribaux. Même la plus jeune fille du shérif, qui un an auparavant n'aurait pas osé rêver d'une telle liberté. Vous êtes venus ici pour apprendre sur les chevaux, continua Sarah. Mais vous avez appris quelque chose de plus. Vous avez appris que la douceur n'est pas faiblesse, que la force n'exige pas la cruauté, qu'être fidèle à soi-même est la plus grande des victoires. La femme du gouverneur tamponna ses yeux avec un mouchoir. Thomas Webb de la Gazette griffonnait furieusement, documentant ce moment pour l'histoire. Autour d'eux, la ville s'était rassemblée pour assister non seulement à une remise de diplôme, mais à la continuation de leur transformation commune. Prenez ce que vous avez appris ici, ajouta James. Pas seulement les compétences, mais l'esprit. Montrez au monde que le changement est possible, que les traditions peuvent évoluer, que l'amour est plus fort que la peur. Rosa s'avança, offrant à chaque diplômé une petite pochette de médecine. La sagesse de son peuple se joignant au nouvel apprentissage. Maria distribua des roses du jardin où Sarah et James s'étaient embrassés pour la première fois. Madame Whitmore présenta à chaque jeune femme une licence commerciale, preuve légale de leur droit d'exercer leur métier. Les feuilles du chêne bruissèrent au-dessus de leur tête, applaudissements de la nature au progrès humain. Sarah toucha sa bague en bois, sentant la force des racines et la promesse de croissance. Il y a un an, dit-elle doucement, ils ont essayé de m'enchaîner ici pour briser mon esprit. Au lieu de cela, ils ont planté une graine de changement qui fleurira pour des générations. Comme en réponse, une tourterelle se posa sur la branche où les chênes avaient été suspendus, son chant pur et libre. Les diplômés levèrent leurs parchemins en guise de salut, leurs avenirs s'étendant devant elles comme une prairie ouverte. Prête à accueillir les nouvelles étudiantes, demanda James en lui offrant son bras. Sarah le prit, partenaire à partenaire,
d'égal à égal. Derrière eux, le chêne se dressait, fier, contre le ciel bleu. Ses ombres offrant désormais un abri plutôt que la honte. Sa force nourrissant la croissance plutôt qu'imposant des limites. Ils marchèrent ensemble vers l'avenir qu'ils avaient construit. Laissant le vieux chêne à sa nouvelle vocation, non comme un lieu de jugement, mais comme un monument à la vérité éternelle que l'amour, la dignité et le courage briseront toujours les chaînes, ouvriront toujours les cœurs, éclaireront toujours le chemin vers un avenir meilleur.